Bonjour tout le monde à cet enregistrement de podcast Living Lab Charlevoix. En cette belle journée du 14 mars 2024, on a l'honneur de recevoir aujourd'hui Dr. Marie-Pierre Faure, PhD, ingénieur, qui dirige Living Lab Innovation à l'Institut Transmedtech de Montréal. Alors, l'Institut Transmedtech, on va en apprendre plus. C'est quand même difficile pour moi d'expliquer euh, en quelques phrases d'introduction ce que c'est et ce que fait l'Institut Transmedtech. Mais laissez-moi juste vous dire de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu depuis qu'on s'est connus il n'y a pas tellement longtemps, Madame Faure. J'ai entendu que des bonnes choses et je pense qu'aujourd'hui, c'est un podcast qui va nous permettre de rêver, rêver au futur de la santé et d'avoir beaucoup d'espoir à ce moment où on vit quand même beaucoup de défis, hein, pénurie de personnel, des fermetures de petites urgences, des budgets maintenant qui vont peut-être être un peu plus limités aussi, ce qu'on a vu. Euh, on travaille dans des environnements assez basse tech, low tech, on va dire. OK, encore des appareils de fax, dossiers papier, encore beaucoup, et des systèmes qui méritent d'être. On a besoin d'une révolution et je pense que l'Institut Transmedtech vraiment est un joueur de premier plan au Québec, au Canada et à l'échelle internationale. Bonjour, Marie-Pierre, comment allez-vous? Bonjour à vous tous. Comme je disais tout à l'heure, je suis curieuse de voir la suite de notre 90 minutes d'échange ensemble. Et donc, Marie-Pierre, est-ce que je vous ai bien présenté? Vous êtes ingénieur de formation. Oui, Saint-Étienne, France, génie biomédical, on ne dira pas l'année. Et ensuite, maîtrise en gestion de la santé à Lyon et traverser l'Atlantique. Et des fois, quand on traverse l'Atlantique, on fait des rencontres et on reste de ce côté-là de l'Atlantique. Et depuis 2017, je suis à Transmedtech avec un background de doctorat en neurologie, neurochirurgie avec Alain Baudet à l'Institut neurologique qui a donné ma première spin-off à ce moment-là sur des peptides fluorescents et je passe dessus. Et ça m'a amené aussi à cette approche Living Lab de comment on met toutes les parties prenantes autour de la table. Et Marie-Pierre aussi, je dois souligner la présence de deux de vos collègues, Karine Genet et Géraldine Duménil. Donc, Karine est en charge des opérations à Transmedtech et Géraldine a un rôle beaucoup en transfert de connaissances communication. Et donc, bienvenue à vous trois, en fait. Euh, Marie-Pierre, donc, qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce, Ça a commencé comment, ça, Transmedtech? Et quel était votre rôle au début? Donc, vous êtes là depuis le début, en fait, et même Karine aussi, je crois, donc 2017. On Est-ce est que je tous me les trompe? deux les piliers 2017 avec Karine, hein. Je pense qu'on a démarré à quoi, un mois d'intervalle toutes les deux. Transmedtech, en fait, c'est une initiative du professeur et du leadership du professeur Kaleri Cobin de Polytechnique. Et là, je ne veux pas donner tous ses titres parce que je pense qu'on pourrait passer 90 minutes juste à décrire tout ce qu'il a réalisé et qui il est. Initiative de Polytechnique pour une demande de subvention Apogée Canada en 2016, obtenue. Depuis, Transmedtech a démarré vraiment ses opérations, on va dire, à l'été 2017, avec un support donc financièrement Apogée Canada, le MEI et puis les fonds de recherche du Québec et des donateurs. Donc, ça a permis d'avoir une enveloppe qui nous amène jusqu'en 2026 à supporter finalement notre environnement. Donc, Transmedtech, on est aussi 8 institutions donc, 3 universités, Polytechnique, on n'a pas fait ça tout seul, hein. On a commencé le Living Lab très tôt, même avant que moi et Karine nous soyons en Transmedtech. Je pense qu'on pourrait définir le Living Lab par Karl-Éric aussi et son parcours. Donc, derrière, donc je dis 3 universités, Polytechnique, Université de Montréal et récemment HEC. Et on est aussi maintenant en partenariat avec 5 institutions et hôpitaux médicaux. Et là, nous, notre parcours maintenant commence avec la conception
Et puis la naissance, donc c'est là où je suis à Sainte-Justine. Et Montréal est une montagne, hein, donc je vais faire le voyage comme ça. On va après ça, 3 coins de rue plus loin, c'est l'hôpital général juif. Et on continue vers le centre-ville, on se retrouve au CHUM. Et là, on avait envie de découvrir un peu l'Est. Alors, on est à l'Institut de cardiologie, l'Institut de gériatrie. Donc, ces 5 hôpitaux nous permettent maintenant d'avoir des points d'ancrage et tant innovation, recherche qu'implantation de l'innovation à travers plutôt le milieu hospitalier. Euh, Quelques mots peut-être sur notre mission. Pour continuer, ce qu'on veut, c'est catalyser. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, hein, toutes les innovations technologiques médicales et les implanter dans les milieux réels de soins. Et c'est là le challenge. Alors, on est universitaire, donc on a une vocation universitaire. Et c'est Karine de notre équipe qui s'occupe de toutes ces bourses et de tous ces étudiants qu'on a, les cohortes qu'on a depuis 2017 jusqu'à ce jour. Donc, là, Karine pourra certainement en dire plus sur la qualité des étudiants et comment nos étudiants se joignent aussi à Transmedtech. Et c'est aussi dans le but de former les professionnels de demain. Parce qu'il doit y avoir une relève aussi si on veut continuer à améliorer notre système de santé puis rester en santé. Et Marie-Pierre, d'ailleurs, justement, sur les étudiants, vous avez comme 200 étudiants, une centaine de chercheurs, une quarantaine de personnes là, qui travaillent essentiellement à temps plein dans votre équipe. Félicitations pour Apogée aussi. Je pense que c'est des concours de plusieurs dizaines de millions de dollars. Dans votre cas, est-ce que c'était presque 100 millions Au total, hein, au un total, grand hein, prix. avec tout? Alors, c'est des concours très compétitifs. OK. Donc, ben, félicitations pour ça. Et là, c'est là on est vraiment à un moment très excitant de l'histoire, malgré les défis que j'ai présentés tantôt du système de santé, entre autres. Là. Euh, L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, euh, des progrès incroyables en télémédecine, on va dire. Les robots, vraiment, c'est extraordinaire. Euh, alors, pouvez-vous un peu nous faire rêver par rapport donc, moi, je suis médecin d'urgence. Alors, on étudie les urgences rurales. On a un Living Lab dans Charlevoix. On s'intéresse particulièrement à cet aspect-là du Living Lab, on va dire. Euh, et mettons là, dans une urgence ou je sais pas, qu'est-ce qui s'en vient qui pourrait nous faire rêver là, à un avenir meilleur? J'aimerais bien vous faire rêver, mais on va avoir besoin de vous pour qu'on puisse rêver ensemble. Euh, on va se baser, nous, sur les technologies qu'on accompagne à Transmedtech depuis le début. On est autour maintenant de 140 projets qu'on a accompagnés depuis la création de Transmedtech. Donc, on commence aussi à voir des projets chercheurs, industrie qui commencent aussi à donner des produits. Et on a présenté tout ça avec l'équipe de Géraldine et de Karine à une table ronde Living Lab au mois de septembre l'an dernier où on a appelé ça les objets connectés. Donc, on se retrouve quand même maintenant avec ce mix, et je pense que de technologies qui sont à la fois des devices comme tels, prendre un ECG, prendre la réalité virtuelle et tout ça, pour se transformer aussi en données qui se retrouvent dans des lacs de données. Moi, j'appelle ça une boîte noire. Et l'ensemble des données, moi, j'appelle ça un millefeuille. Pour ne pas parler du multimodal et pour ne pas rentrer dans les textes très complexes. Donc là, maintenant, c'est comment faire rentrer toutes ces données de façon appropriée pour qu'elles puissent permettre justement à l'urgentologue, je dirais à la pointe de son iPad, d'avoir déjà rapidement l'information et éventuellement un support d'aide à la décision parce que l'information est bien traitée. Alors, je dirais, c'est dans ce sens-là que je dirais pas la médecine du futur parce qu'elle est déjà implantée dans certains endroits, c'est assez fragmenté, c'est assez en vertical, c'est assez en silo. Alors, je pense que c'est là où l'approche Living Lab qu'on prône ensemble aujourd'hui vient, si on se met tous ensemble par rapport à la problématique de, mettons, d'urgence de première ligne, on va pouvoir apporter des pistes de solutions, mais elles seront faites tous ensemble. Et, et, et donc, justement, l'approche Living Lab, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus pour les gens qui connaissent moins cette approche? Je vais faire peut-être un petit historique. L'approche Living Lab, elle est née il y a quand même 30 ans. Partie de besoins à Harvard.
qui faisaient du transfert des technologies, en fait, et qui se sont retrouvés comment ça se fait qu'on a des brevets, des chercheurs et pas de compagnies qui forcément prennent des licences. Alors, ils ont remarqué que ceux qui n'avaient pas de preneurs, c'est parce qu'au départ, le besoin n'avait pas été pris conjointement ensemble entre les utilisateurs, les développeurs et ceux qui vont commercialiser les technologies. Donc, ils ont parti du concept de Living Lab et, curieusement, qui a été repris par les Européens assez rapidement. Et ils ont créé une organisation qui s'appelle European Network of Living Lab, qui a organisé enfin sa première rencontre au Canada l'automne dernier. Et on y était également. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que là, on a eu vraiment des échanges, je dirais, toutes les parties prenantes. Et c'était la première fois que Enol venait avec l'instigation de McGill se présenter et présenter ce qu'il faisait. Donc, c'est une organisation sans but lucratif hein, qui ouvre tous les secteurs d'activité, pas que la santé, qui se réunissent aussi annuellement avec des memberships. Pour en être membre, c'est un peu comme un parcours de certification qualité ISO, mais quand on l'a, ça permet aussi de se challenger sur notre méthodologie. Donc, il y a eu aussi derrière ça, 10 ans plus tard, des livres blancs faits par le Canada, par le Québec, qui ont été la référence, qui sont encore la référence et curieusement, pas forcément implantés partout. Donc, je dirais que l'approche, en tout cas, je l'ai précisé un peu plus, nous, pour Transmedtech, hein, tout part de ce qui est derrière moi, un point rouge qui représente finalement les besoins dans lesquels on n'aurait pas forcément une réponse ou un besoin médical non rempli ou de diagnostic ou autre. Et c'est comment répondre à ce besoin ou à cette problématique-là en mettant très, très tôt toutes les parties prenantes. Alors, ça va des utilisateurs en passant par le réglementaire, propriété intellectuelle, infirmières, soignants, développeurs, très tôt, pour bien comprendre aussi la problématique et s'assurer que cette problématique aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler ça veille technologique, étude de marché, qu'on fait avec un groupe en Europe également, en utilisant justement l'intelligence artificielle, de s'assurer que ce n'est pas déjà utilisé ou développé ou en cours de développement ailleurs pour bénéficier éventuellement de collaborations potentielles. Donc, une fois qu'on a défini ce qu'on pourrait appeler le carré de sable ou défini le projet, bien là, on peut mettre en branle à ce moment-là ce qu'on appelle un projet avec budget, montage financier et réalisation en général sur 2 ans. Alors, l'approche est vraiment inter-transdisciplinaire, mettre des personnes qui ne seraient pas mieux autour de la table forcément, avec des disciplines différentes. On a eu des designers, on a eu sur différents projets pour bien s'assurer que ce qu'on va développer, et l'instrument médical, connecté ou pas, correspond bien aux besoins, puis est implémentable et implantable. C'est, je pense, le plus gros challenge. Et ça prend un Ah, certain temps. très intéressant. Et c'est sûr qu'on va parler de ces défis-là. Et par exemple, avant, si on continue dans le rêve, là, qu'est-ce qui s'en vient sur le plan, par exemple, la robotisation? OK. Que ce soit pour l'urgence ou pour autre chose. Qu'est-ce que vous pensez que des robots pourraient faire dans un hôpital maintenant, dans notre système de santé? Est-ce que vous travaillez sur quelque chose que vous pouvez révéler? Je sais que demain ici, les robots chirurgicaux qui existent depuis très longtemps. Déjà, ça, c'est spectaculaire et pas connu tant que ça du grand public. Mais il reste que il y a sûrement plein d'autres robots, même simples. Je pense qu'on n'est pas toujours à aller dans la high-tech. Moi, je remarque maintenant, on développe du tech, et on voit des fois que juste des outils de gros bon sens vont faciliter la vie. Nous, on le voit avec les chirurgiens ici à Sainte-Justine. Nous, on est plus dans les simulations d'opérations, dans le cas, par exemple, de la scoliose, hein, c'est l'expertise de notre chef, Pierre-Éric Aubin. On va plus sur des simulations pour s'assurer qu'on met moins de temps de chirurgie, meilleure récupération ou une meilleure compréhension des patients aussi, de mettre les patients à bord très tôt. Donc, la robotisation va aider, mais remplacera pas, va supporter, aider, faire gagner du temps sûrement. Ils deviennent aussi intelligents, les robots. Là, si on regarde ce qu'il y avait à Las Vegas au printemps, en janvier dernier, là, ça fait rêver. Comment on va implanter les robots qui distribuent déjà les plateaux repas dans un hôpital. Je pense que ça a déjà été fait au CHUM ou c'est en cours de se faire au CHUM. Donc, il y a, je pense, l'automatisation va avec les robots. Donc, s'assurer que derrière,
Et on remplace pas on remplacera jamais l'humain, en fait. Moi, je pense que les robots sont bien si jamais ils sont en totale cohésion avec l'humain qui est derrière. Et si on regarde, par exemple, les grands défis actuels qui sont probablement, tu sais, qui tournent alentour, euh, il y a beaucoup de défis, là, mais qui tournent alentour de la pénurie de personnel, on en parle beaucoup, l'épuisement des gens en place, là, évidemment, parce que ça met beaucoup de pression. Mais tu sais, justement, si on parle de robotisation ou de soutien à la pénurie de personnel, est-ce que vous avez vu des choses qui pourraient nous aider à ce niveau-là? Alors, ce qu'on a vu, je pense que la pandémie a été un accélérateur, hein. C'est triste de dire ça quand on se retrouve dans des situations de crise pour gérer les innovations. On voit que la gestion je prends l'exemple de ce qui se fait à Sainte-Justine, hein. Je prends des exemples de ce qu'on connaît le mieux. Les soins intensifs, par exemple, à Sainte-Justine, sont supportés par ce qu'on appelle un tableau de bord, DELI, qui existe depuis et qui était à Living Lab, je pense même avant que le mot Living Lab soit utilisé. Comment gérer les soins intensifs en termes de personnel, de ressources, de fluidité, de data. Et je pense que ça, c'est une belle illustration comment, si on va à ces soins intensifs-là, il n'y a personne dans les couloirs, alors qu'on est aux soins intensifs. Et comment c'est géré totalement en utilisant l'intelligence artificielle, en utilisant les objets connectés aussi, et qui peuvent, autour d'un lit d'un enfant, là, c'est inimaginable le nombre d'appareillages qu'il y a et qui arrive à donner quand même le message clair à l'infirmière soignante et au médecin. Alors, je pense que ce genre de modèle-là a permis aussi à ces soins intensifs-là, mais a été reporté aussi. On a une collaboration aussi avec l'hôpital général juif qui ont mis ce fameux tableau de bord avec en place en moins de 4 jours avec des compagnies à l'extérieur du pays. Ça a permis aussi de gérer et la gestion à la fois des stocks, la gestion du personnel et les actes inutiles ou les allers-retours inutiles et les problèmes d'agenda. C'est sûr qu'on voit de plus en plus, je pense que toute la population est dans cette situation-là. Autant les soignants que les patients qui communiquent avec nous et qui disent on n'a pas accès aux soins. Est-ce que c'est normal qu'on se retrouve une nuit à l'urgence sur une chaise? Et on est tous, je pense, dans ces constats-là, et certainement vous encore plus en première ligne, là où vous êtes, mais on le vit aussi dans les grandes villes. L'accès n'est pas plus simple et pas plus, est aussi compliqué. Et ce qu'on remarque, nous, dans les premières lignes, c'est certaines GMF, et là, je ne vais pas faire de polémique non plus, hein, un shift vers la privatisation des soins en première ligne pour augmenter l'accès, mais aussi augmenter la motivation, je dirais, de tout le personnel soignant d'être reconnu aussi. Je pense qu'il y a eu un problème de reconnaissance à des horaires et des tâches assez lourdes. Et je pense que c'est le fait qu'on va dans une santé numérique va nous permettre de faciliter plein de tâches qui peuvent être faites, je ne vais pas dire par des robots, mais certainement par des algorithmes qui vont, plus il y en aura, plus ils seront intelligents, et là vont pouvoir certainement soulager des tâches pour qu'il y ait encore un plus grand temps d'écoute, je pense, du personnel soignant vis-à-vis des patients ou de la population. Euh, Et donc, on n'est pas nécessairement dans des innovations, tu sais, des bebelles flash futuristes, mais on est beaucoup dans l'amélioration de prise de données, de gestion de l'information. Et je veux dire, pour avoir fait quand même pas mal de recherches là, dans le domaine du système de santé avec des bases de données, mettons, on va dire gouvernementales, c'est quand même assez compliqué avoir accès à toutes ces données-là et on n'est pas surpris que des fois ça coûte très cher, puis le gouvernement a de la difficulté à gérer les ressources parce qu'il ne sait pas nécessairement les bases de données pour gérer. Donc, on est là-dedans, puis évidemment, ben, vous parlez de toutes sortes d'outils qui vont faciliter le flow de patients et peut-être donc diminuer le personnel requis au mieux les cibler. Euh, est-ce que, euh, dites-moi, c'est quoi qu'est-ce qui est compliqué dans l'implantation des innovations du système de santé? Donc, on va continuer de rêver et tout, mais quand un innovateur, par exemple, parce que c'est quoi l'histoire typique, là? Est-ce que c'est un médecin qui vient vous voir, une infirmière, un dirigeant d'hôpital?
puis ils disent, voici mon problème, j'ai entendu parler de vous, pouvez-vous m'aider? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui développe, je sais pas moi, un bidule dans son garage, puis qui est quand même pas, quand même quelqu'un qui est solide, là, puis qui vient vous voir, puis il vous dit, tu sais, moi j'ai ça, je pense que j'ai une solution. Pouvez-vous m'aider? Donc, c'est quoi le parcours un peu puis, d'exemple que vous pouvez avoir et par quel processus ces gens-là passent? Alors, c'est intéressant parce qu'on a tous les cas de figure que vous venez de nommer. C'est à peu près ce qu'on fait, je dirais pas la journée longue. Alors après ça, euh, j'ai eu la chance d'avoir une clinique GMF. Alors je fais comme du triage de première ligne quelque part en me disant lequel on peut répondre tout de suite, qui c'est qui porte l'innovation en fait, parce que nous transmettez, on n'oublie pas, c'est des universitaires et des chercheurs universitaires dans les hôpitaux dans lesquels nous sommes. Donc la première ligne, c'est déjà d'écouter nos chercheurs et cliniciens-chercheurs qui ont, eux, développé dans leur recherche ou dans leur pratique déjà des innovations et de les comprendre, puis OK. aussi éventuellement de les valider et de les valoriser et de les transférer potentiellement vers l'industrie ou vers des parties prenantes ou eux-mêmes deviennent aussi des entrepreneurs ou leurs étudiants. Ça, c'est une des voies, je dirais la voie la plus classique. Durant la pandémie, on a lancé un appel à projet très rapidement, en moins de 48 heures, pour répondre à des besoins très spécifiques avec un budget très spécifique. Donc là, c'était la pandémie et le gouvernement qui a frappé à la porte en disant Houston, on a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on a mis des forces à la fois actives, cliniciens et autres à bord. On a aussi des entreprises de toute taille, j'allais dire presque de tout pays maintenant, qui frappent à notre porte en disant on a une innovation, puis on voudrait l'implanter et on voudrait avoir accès ou à des données ou accès à des opinion leaders pour pouvoir passer à la fois la barrière réglementaire, mais aussi les barrières commerciales. Donc ça, c'est aussi une autre voie d'accès. Et puis on a aussi, à travers différents programmes, parce qu'on travaille aussi avec pratiquement tous les accélérateurs, bien, on a aussi des innovateurs en herbe. Et dans une vie antérieure, avec Luc Sirois, on a fait des hackathons. Alors, on s'est amusé aussi des week-ends à faire des hackathons. Donc, les innovations viennent aussi, j'allais dire, encore de l'approche Living Lab. Hein. C'est quoi la problématique? Comment on co-crée? Et puis, comment on peut répondre? Alors, le tri se fait comme ça. Alors, advenant que le tri à Transmedtech se dirige vers un projet, bien à ce moment-là, on suit un parcours assez bien balisé, puisque notre parcours d'accompagnement, donc on a 2 programmes à Transmedtech pour ça, donc on a un parcours qui est vraiment structuré, dédié, qui répond aussi dans cet accompagnement entre de l'idée, donc du point rouge à la réalisation du projet. On est certifié ISO 13485 en fait, pour parler le même langage que l'industrie. Alors, celui-ci, c'est, je dirais, le complet total. Et on a un deuxième programme qui est plutôt d'accompagnement personnalisé. Et là, suivant le besoin qui arrive dans le point rouge, ben, des fois, je peux rediriger vers d'autres partenaires. Je peux mettre en contact les personnes. Donc, on a un rôle d'intermédiateur, si on veut, et de pouvoir, derrière ça, soit communiquer, soit mettre ensemble différentes personnes, intervenir à différents niveaux. C'est un petit peu je dirais, notre jour le jour avec la flexibilité, agilité, et je rajouterai ouverture d'esprit parce que des fois, on nous arrive avec des choses difficiles à comprendre et ça nous prendrait déjà un cours de biologie moléculaire pour comprendre certains projets, pour faire une anecdote. Et Marie-Pierre, donc, fait que je peux juste imaginer que vous êtes en contact avec beaucoup de personnes créatives qui, tu sais, tu sais, qui veulent changer le monde, en fait. Ça doit être assez fascinant. Euh, mais comment vous gérez cette demande-là? C'est là, Comment vous faites ça? c'est notre challenge, en fait, hein, de gérer je dirais que ça passe par une écoute des attentes, puis une analyse des besoins. Là encore, comme une première ligne, du tri de tri, pour bien cerner aussi le besoin auquel on peut répondre et pas générer d'attentes qu'on ne pourrait pas répondre. Je pense que ça a été notre inquiétude et ça l'est toujours depuis le début,
de pas donner ou de faux espoirs ou de fausses possibilités de ce qu'on peut faire. Et éventuellement aussi, si on ne peut pas faire tout seul, ben de le faire ensemble, hein. Donc, on n'est pas tout seul, on fait partie d'un écosystème. Et c'est là, je pense, ce qui fait notre force, de devenir un peu comme un carrefour entre les différents intervenants et de les mettre en place parce qu'on est encore malheureusement en silo, puis il y a pas qu'au Québec, on travaille assez en vertical, puis on ne sait pas que le voisin d'à côté, ben, comme vous, je ne savais pas que vous étiez un livre à Charlevoix, ça a été, merci Karine, et ça nous a amené à notre rencontre aujourd'hui. C'est pas quelque chose qu'on savait, qu'on connaissait, alors que, par exemple, avec d'autres groupes, on sait à peu près qui sont les Living Labs à Montréal officiels ou reconnus ou appropriés. Donc, c'est là où je trouve que des rencontres comme aujourd'hui ben, élargissent aussi notre champ, mais aussi nos défis de bien, de pas donner de faux espoirs, de fausses attentes pour lesquelles on n'aura pas de solution concrète ou d'approche concrète. C'est là où on reprend nos chapeaux d'ingénieur versus créatif et visionnaire. C'est faire un mix des deux. Parce que, tu sais, on dit la créativité, c'est la génération d'idées, mais utiles. Fait que c'est pas juste Oui, de générer des. OK. Donc, OK. Bon, alors, on va dire que, donc, j'imagine plein de demandes, les gens vous reconnaissent. Plus le temps passe, plus les gens veulent vous rencontrer et les gens cognent à votre porte, j'ai une idée, etc. Est-ce que vous êtes capable de savoir, je comprends toute votre diplomatie et tout, là, mais tu sais, êtes-vous capable de savoir au pif, là, probablement ça ne marchera pas ça. Ou la complexité déjà dans, tu sais, comme 1 heure de rencontre, j'arrive avec quelque chose, OK, voici mon idée. Êtes-vous capable de faire, une œuvre en compte, c'est difficile aussi parce que les personnes ne s'expriment pas forcément complètement sur ce qu'elles veulent. Donc, moi, je suis plus sur un mode, au moins quelques rencontres pour commencer à tisser un lien et essayer de comprendre. Parce que on s'entend que mon premier tri, c'est est-ce que déjà c'est dans le cadre de la mission de Transmedtech et nos axes stratégiques. Parce que si ça n'est pas, ben, à ce moment-là, si je peux, c'est les rediriger vers d'autres groupes, vers d'autres personnes. Donc déjà là, il y a déjà une réponse de donner. Donc c'est pas non, je peux pas, mais est-ce que je peux vous mettre en contact avec les bonnes personnes? Et donc ça serait une innovation en biotechnologie, un nouveau médicament, ça touchera pas de Transmedtech. Donc je m'assure déjà au départ une forme d'éligibilité, si on peut appeler ça comme ça, de personnes qu'on peut accompagner parce qu'elles rejoignent comment on va réaliser notre mission, participer à notre mission, puis aux critères qu'on a, nous, d'accompagnement et la capacité d'accompagnement également. On n'est pas une équipe, on est une équipe quand même assez serrée, mais on a aussi les projets en cours, puisqu'on les accompagne du début jusqu'à la fin de la réalisation. Il y a entre ceux qui sont en cours, puis ceux qui frappent à la porte, qui sont potentiels. Donc, il y a, à force d'en faire, dans différents secteurs, on voit à peu près, puis en posant quelques questions, en fait, il y a aussi une part d'expérience. Puis j'ai une équipe autour de moi aussi. Donc, en général, après la première rencontre, si je sens qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, ben, je mets mon équipe à bord pour avoir un deuxième feedback ou de choses que j'aurais pas vues, qu'on n'aurait pas vues, ou que les personnes, en 1 heure, vont pas s'exprimer et ouvrir bon, totalement leurs innovations. Ils vont arriver, moi j'ai vu des chercheurs dire, on a innové ça, mais en fait, ce qui était l'innovation, c'était ce qui les a amenés à faire l'innovation ou la technologie qu'ils avaient fait pour amener leur innovation. Donc, c'est de bien comprendre. Je pense qu'il faut prendre le temps quand ces personnes qui frappent à la porte ou qui nous connaissent, c'est de bien, je pense au départ, prendre le temps d'écouter avec quelques questions pour bien s'assurer que les personnes sont confortables aussi, puis bon. se libèrent parce qu'un innovateur ou des chercheurs, hein, on peut passer une journée à créer et puis à savoir aussi qu'est-ce qu'ils font. Elles sont aussi dans beaucoup, souvent sont à la fois chercheurs, à la fois cliniciens, et derrière ça, il y a tout un vécu qu'on ne peut pas avoir en 1 heure de rencontre. Donc, j'ai plutôt tendance à en faire plusieurs pour bien saisir et après ça, bah, pouvoir répondre si on peut bah, aux besoins le plus précis qu'ils ont. Et à quelle fréquence est-ce que vous rencontrez des gens, puis vous dites, ça c'est wow. Ça, je pense que ça. Je sais pas pourquoi, là, mais je pense que ça va marcher. Puis des gens, souvent, sont un peu naïfs par rapport à ça. Tu sais,
ils pensent, ou j'ai peut-être une bonne idée, ils ont quand même bien exprimé leur projet. Jusqu'à quel point, ça vous arrive de dire, oh, OK, ça, de tout ce que je sais, mes contacts dans le milieu, je pense qu'on est assis sur quelque chose qui J'allais, va, je peux pas le mettre sur une fréquence de semaine, mais il y en a plus qu'on croit. Et il faut les OK, identifier très tôt, je pense. Parce que il y a aussi, à force d'en faire, on s'améliore. Et il y a aussi des personnes qui communiquent mieux que d'autres aussi. Donc, des fois, il faut aller chercher celui qui communique moins. Mais qu'est-ce qui est en dessous? Donc, nous, ce qu'on fait en général, on va aller voir là où ils sont. Donc, si c'est le clinicien, mettons aux soins intensifs, ben, je vais aller aux soins intensifs, voir qu'est-ce qui se passe. Si c'est un chercheur à Polytechnique, ben, je vais aller dans leur labo. Je pense que OK, là, on essaye, après la première prise de contact, d'aller les voir là où ils sont pour mieux comprendre qu'est-ce qu'ils font. Je pense que je dirais que c'est la première chose qu'on fait. Et là, on sent quelque part, pour avoir été dans des labos, avoir été dans des cliniques, on comprend aussi mieux le besoin qui, des fois, avec des mots ou avec une diapo, on n'a pas tout compris, mais quand on voit l'environnement dans lequel est l'innovateur, incluant des accélérateurs, ben là, tout se délie aussi. Et je pense que c'est la partie qui est la plus passionnante quelque part. Parce que là, le lien commence à se faire, puis on commence aussi à se comprendre, puis à aussi à mieux faire comprendre aussi qui est Transmedec, parce on a commencé vraiment de la page blanche, hein. Donc on a appris en marchant. Là maintenant, je pense qu'on est capable de marcher mieux, puis de marcher accompagné avec d'autres, mais ça sera jamais une initiative sans collaboration avec d'autres. Je pense pas qu'il y a une solution à un problème. C'est une syndication de solutions ensemble qui vont permettre de pouvoir faire un pas en avant. Oui, on voit des breakthroughs. Oui, oui, oui. Et c'est là que ça devient et, intéressant. OK, OK. Mais quand même, même avec les breakthroughs, je pense que, ça serait intéressant que les gens comprennent que même si vous avez une bonne idée, OK, on va dire, vous passez le cap, là, vous flairez quelqu'un, mais qui a beaucoup de potentiel avec l'innovation en tant que telle, pas nécessairement passer à travers tout l'esprit Living Lab, on va dire, mais euh, que cette innovation-là, cet innovateur ou son groupe-là doivent quand même s'attendre à tout un périple Oh oui, du oui. combattant. OK? Puis, je fais juste dire, tu sais, juste, bon, là, il arrive avec une bonne idée, tu sais, bon, c'est du commercialisable, qui va investir dans cette idée-là, euh, comment on va l'évaluer, c'est quoi le rôle des chercheurs, les universités, les centres de recherche versus l'innovation, comment on va passer à travers tous les systèmes de sécurité hospitalière, comment on va même, tu sais, avoir l'acceptation de, on va dire, les règles hospitalières, gouvernementales, euh, etc. Et comment même tout ça prend du temps et que des fois, ben, les innovateurs, tu sais, finalement, ça prend tellement de temps que finalement l'idée est copiée. Donc on s'entend que probablement, là, tu sais, moi je suis un peu naïf, là, mais j'imagine, on s'entend que probablement ils ne vous révèlent pas toujours tout parce que, tu sais, dans le fait, il y a une question de compétition. Il y a trois, quatre autres affaires qui se pointent. Donc, on et là, et donc, parce que là, on peut être copié. On peut être copié, dépassé assez rapidement par une organisation qui a beaucoup de moyens, etc. Donc, est-ce que je me trompe si je pense un peu comme ça? Non, je pense que c'est le portrait de la réalité qu'on vit, hein. Et c'est tout un challenge, c'est tout un parcours. Alors, certains l'ont déjà vécu avant, alors c'est plus facilitant. Dans ce parcours-là, il y a quand même de plus en plus des bureaux d'innovation, en tout cas dans les bureaux, dans les hôpitaux universitaires. Il y a de plus en plus d'accélérateurs en santé. Donc déjà là, et tout un travail de sensibilisation à donner. Ça ne sera pas un parcours facile, ça sera pas c'est un parcours de résilience quelque part. Et je pense que quelque part, c'est de bien identifier au départ l'innovation, parce qu'innovation, c'est large. Et c'est quoi la portée de cette innovation et qui sont les joueurs autour, parce qu'il n'y a pas d'innovation qui naissent tout seul comme ça. C'est toujours des courants. On a eu la biologie moléculaire, maintenant on a l'intelligence artificielle, donc c'est des courants où beaucoup sont dedans et puis beaucoup veulent aussi des parts de marché.
je dirais ce qu'on fait maintenant de plus en plus tôt à Transmedtech, c'est justement, j'appelle ça veille technologique, étude de marché, très tôt. Alors, comme on se retrouve avec, dans nos quatre axes stratégiques, mais avec déjà des bases de données, des bases d'informations, on peut assez rapidement, on va dire en 2, 3 semaines, déjà avoir bien identifié c'est quoi l'innovation avec des mots-clés pertinents de l'équipe autour de cette innovation-là, pour faire sortir déjà et les grandes tendances, c'est qui publie, c'est qui a des brevets, et est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle les fameuses courbes des tendances au début d'une tendance ou à la fin ou à la queue d'une tendance. Donc déjà de bien situer l'innovation et le temps que ça peut prendre, dépendant, j'allais dire, je l'ai utilisé en anglais, le niveau de technologie, là, donc les fameux TRL, si on est encore en recherche, j'ai une bonne idée, ou est-ce que j'ai déjà un prototype? Nous, en général, on les prend déjà une preuve de concept et un prototype en place pour pouvoir commencer à bâtir autour ce qui pourrait être un produit un jour à implanter. Donc, ça nous permet de savoir, de situer en fait l'innovation sur cette, j'allais dire, cette map monde, parce qu'en ce moment, je veux dire, tous les pays sont en train de travailler à peu près et ont les mêmes défis. Quand on disait personnel brûlé, accès difficile, les hôpitaux sont débordés, il y a des hôpitaux qui ferment, il y a des médecins de première ligne, on voit, nous, on travaille, on collabore avec des groupes en France, par exemple, eh bien, on voit que tous les dispensaires et les pharmacies ferment dans les villages, qu'il n'y a plus le médecin à la maison. Donc, on se rend compte que derrière, il faut bien situer pour pas qu'on ait une redondance aussi de quelque chose qui existe ailleurs et qui veut être implanté ailleurs. Parce que sans ça, on va se retrouver, parce que ça va prendre du temps, vous l'avez très bien mentionné, hein, prendre du temps entre tous les barrières, on va dire, que vous avez citées, hein, et puis on pourrait en ajouter aussi, eh bien, ça ne se fera pas en 24 heures, puis ça ne se fera pas sans moyens non plus, à la fois humains et financiers. Donc, je dirais au départ de bien, si on est capable, de bien situer l'innovation où elle est dans toute cette cartographie pour dire, ben là, on a la possibilité d'un champion versus on a quelque chose qui est déjà existant et commercialisé. Nous, on a eu des projets où les produits étaient déjà commercialisés dans les pharmacies. Donc, à ce moment-là, ben, on revient vers l'innovateur. Est-ce qu'on a bien compris votre innovation? Est-ce qu'elle est bien là? Ou souvent, c'est ce qui a amené l'innovateur à innover quelque part, et c'est là qu'est l'innovation. Donc, c'est là où je disais tout à l'heure plusieurs rencontres. On ne peut pas avoir ça en une heure. Ce serait, en tout cas, je ne pense pas qu'on peut écouter, répondre, agir, et puis mettre aussi, on organise ce que j'appelle les fameuses tables rondes Living Lab autour des projets. Hein. On a l'expert ABCD et venez nous dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça a du sens. Donc, on s'auto-challenge aussi, puis on challenge aussi nos innovateurs, on va dire dans ce cas-ci plus chercheurs. Et donc, évidemment, on réalise, tu sais, le parcours du combattant, hein, pour aller plus loin. Euh, mais ce que je trouve intéressant dans votre démarche, dans votre approche, c'est que peut-être que vous permettez à ceux qui vont échouer d'échouer plus rapidement. Donc, fail but fail fast, hein, tu sais, au lieu de mettre... Parce que moi, là, je vais vous... tu sais, je sais pas si je veux en parler. Bon, c'est assez public pour bien les affaires, mais des innovations, là, puis même nous, dans l'événement, plusieurs idées n'avancent pas, mais on apprend toujours de ça. Oui, Mais oui. combien d'idées qu'on a vues, qui ont même été achetées par des grosses compagnies tech ou tout ça, qu'on disait, même dès le départ, la technologie arrive, on dit, oh, oh, ça, il y a plein de trous là-dedans, là, je ne suis pas capable de jouer avec ça, la connexion Internet n'est pas facile. Puis comment est-ce on réussit à déployer un produit qui a l'air presque fini euh, après tant d'années, euh, puis après ça, ben, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Donc, c'est intéressant comment les innovateurs aussi ont encore ce réflexe-là de les garder comme ça là, dans leur, les gens ne me voient pas, là, mais des garder cachés un peu, ces innovations-là. C'est quand même assez fascinant. OK, j'ai un autre concept. Euh, la bonne exécution, la parfaite exécution, ben justement, c'est un peu ça, la parfaite exécution d'une mauvaise idée. Est-ce que vous voyez ça souvent? Superbe innovation, mais répond à aucun besoin. C'est un Ah peu oui, l'exemple. OK. ouais. Ça, vous voyez On est, ça souvent. C'est tellement beau, puis c'est le on pitch, est là, avec des mais...
universitaires, hein. On est avec des universitaires. Donc, ce que le professeur, dans sa vie de tous les jours, veut chercher est valable pour des publications, est valable pour un parcours universitaire. Et on a tous été universitaires, on a tous, si on a eu une idée de génie, on est les seuls au monde, hein. Je pense qu'on est personne n'est seul au monde non plus. Je pense qu'il faut avoir quelque part, ne pas hésiter à se remettre en question finalement quand on est dans ce parcours-là. Parce que ce parcours-là, il ne se fait pas, comme on l'a dit tout à l'heure, en 48 heures, il se fait dans le temps. Et dans le temps, il y en a d'autres qui font aussi un parcours commun ou un parcours similaire ou qui répondent à un besoin médical et qui sont dans des techs aussi. Alors, il faut nous aussi être capables, on va dire, je regarde Karine, à pouvoir dire non. Celui-là, ben là, revenez, on n'est pas prêt à vous accompagner, mais on va vous accompagner quand même en vous suivant. Tenez-nous au courant de ce que vous faites, donc soit par le biais des étudiants, soit par le biais de plein de rencontres qu'on a aussi. Tenez-nous au courant de vos avancées, si jamais il y a une publication. Gardez-nous informés parce qu'ils font partie de notre écosystème qu'on accompagne. Est-ce qu'on a tous je pense que le propre du chercheur, c'est de créer aussi quelque part et d'être inventif et de sortir des sentiers battus. Et je reviens encore à tout à l'heure à bien identifier qu'est-ce qui est innovant. Qu'est-ce qui va pouvoir amener un produit, en tout cas dans notre cas, en medical device, implantable, implémentable, qui répond à un besoin ben, des utilisateurs et des usagers et des patients. Donc, c'est là encore ce que j'ai tout à l'heure, d'avoir très tôt toutes ces parties prenantes permet d'adresser finalement tous ces points puis de se challenger. Pas avoir peur de se challenger, même entre nous. Et je pense que c'est aussi là que naissent les idées. Nous, on a vu à travers justement ce genre de table ronde autour d'un projet d'un chercheur, d'avoir, mettons, le chercheur, ben, un clinicien qui dit, ah, ben, tu pensais à ça? Et là, ben, le point de vue, est-ce qu'il y a des industriels qui déjà pourraient être intéressés sont dans ça? Et là, de créer finalement l'innovation autour de cette table. Et ça, je dois dire que c'est très challengeant, mais en même temps, c'est très motivant pour tous ceux qui sont autour de la table. Donc, après, la difficulté après ça, c'est qui a eu l'idée et qui a mis quoi autour de la table. Et là, il faut départager ça, mais je dirais que quelque part, c'est un beau problème si derrière on a un contour de quelque chose qui pourrait être on va dire dans ce cas-ci, d'un produit ou d'une solution implantable. Et c'est là où est l'intérêt aussi j'allais dire, de se remettre en question, de se challenger, de ne pas avoir peur de se challenger dans des rencontres un peu comme aujourd'hui, là. Je ne pense pas qu'on a la réponse à toutes les questions, mais déjà de savoir qu'on existe et qu'on a les mêmes problématiques, on peut peut-être se mettre ensemble pour amener des pistes de solutions, j'allais dire une journée à la fois. Et c'est intéressant, j'aime beaucoup justement votre approche qui m'apparaît très humble et très à l'écoute des personnes. Donc, on vous pose des questions, vous prenez le temps de réfléchir, votre pensée est nuancée, vous êtes pas en train tu sais, de pelleter des nuages. J'ai l'impression que vous êtes assez réaliste de comment, en même temps, si on sent l'espoir, Oui. mais je pense que les gens doivent quand même réaliser que c'est pas évident, tu sais, innover et tout. Maintenant, comment créer une culture d'innovation? Donc, exemple, j'ai entendu dire que le CHUM, par exemple, était un hôpital reconnu international en Amérique du Nord, un des hôpitaux les plus innovants. Je pense qu'ils ont gagné des prix. Tu sais, ça ressent des noms Cathy Malak. Tu sais, on entend vraiment des noms. Le Jewish, avec toutes sortes d'expériences, l'hôpital à domicile, beaucoup de développement durant la COVID, l'Institut de cardiologie de Montréal. J'ai moi-même été chercheur là pendant plusieurs années. Tu sais, je veux dire, sont ailleurs aussi dans l'innovation. Euh, et comment créer, puis là, je ne veux pas oublier personne, là, mais comment créer, c'est quoi le rôle de ces leaders-là? Parce que quand même, ça s'inscrit quand même dans un stage de leadership et d'innovation, ces grands entretiens-là. Euh, c'est quoi les leaders, la caractéristique des leaders en innovation que vous avez rencontrés, que vous dites, ah, ça, là, c'est vraiment quelqu'un, tu sais, voici pourquoi cette place-là fonctionne. Êtes-vous capable de votre impression jusqu'à maintenant? Ben, Peut-être vos. ben, avec leadership aussi, je pense. Derrière ça, c'est d'avoir les bons leaders qui ont du leadership derrière, qui sont capables de rassembler des équipes autour d'eux. Et la résultante, c'est qu'ils font une différence, en fait. C'est qu'ils font une différence entre avec ou sans eux.
C'est là où on voit la différence et la reconnaissance aussi de la communauté locale, hein, pour les communautés de pratique, en fait. On est aussi sur les communautés de pratique ensemble. Donc, les communautés de pratique se veulent aussi plus internationales. Et derrière ça, c'est de faire la différence. Où est la valeur ajoutée de comment elle se manifeste, en fait, et comment elle se traduit concrètement par des actes, en fait. Pourquoi tel hôpital est reconnu? Parce qu'il a fait la différence pendant la période de COVID sur telle chose. Tel autre hôpital, on fait la différence ensemble, si on les met tous ensemble, ça amène aussi, j'allais dire, je ne veux pas faire de la politique, mais le Québec aussi sur une certaine table pour communiquer nous aussi beaucoup avec l'extérieur. Beaucoup de personnes nous disent, ah, vous au Québec, vous connaissez tous, vous êtes une communauté tricotée serrée et on vous envie. Et quand on parle à l'interne, on dit on est tous en silo. Donc c'est assez intéressant le leadership qu'on prend, qui est reconnu et qui existe, hein, qui est concret, et comment il naît finalement en mettant nos silos ensemble, hein. C'est ce qu'on voit avec les hôpitaux que vous avez mentionnés, qui se démarquent aussi avec des collaborations à l'international, avec d'autres hôpitaux à l'international. C'est pas. C'est pas uniquement, tu sais, c'est parce qu'ils sont aussi connectés sur le monde, Et oui, c'est un leadership reconnu et développer cette réputation, leadership reconnu. ça devient un modèle. Et donc, pas Ça devient un modèle. nécessairement. Sans c'est le un vouloir. Je ne vais pas interrompre, mais sans le vouloir, juste pour ne pas perdre mon fil. On devient aussi reconnu pour ça, en fait, par ces réalisations-là. On devient aussi nous-mêmes un modèle, alors qu'on ne le sait pas forcément localement, là, quand je dis ça, ou quand je participe à des tables rondes, genre regard croisé qu'on a fait il y a 2 mois avec l'innovation dans les hôpitaux entre la France et le Québec. Mais c'était passionnant parce qu'ils disaient, vous pouvez bouger plus vite, vous faites des choses, on vous regarde aller, on voudrait collaborer ensemble. Alors, c'est vraiment je pense, par ces événements, par ces regards croisés, que déjà nous, on s'améliore aussi, puis on se fait une forme de benchmark aussi, quelque part. Et on se démarque, et ça donne un leadership collectif, en fait. Et c'est intéressant. Donc, vous mentionnez, oui, il y a peut-être des caractéristiques d'institutions, mais c'est surtout la façon dont ces institutions-là travaillent avec d'autres à Oui. l'échelle internationale. Donc, comment ils créent ce climat de partage, d'échange, etc. Je vais quand même vous amener sur la piste un peu plus spécifique. Juste, est-ce que vous êtes dans le domaine du leadership, d'innovation technologique, on va dire médicale, dans votre domaine? Êtes-vous à l'aise de me nommer des personnes qui vous ont inspiré, puis que vous dites, ah, cette personne-là, deux, trois personnes, vraiment, là, cette personne-là m'a vraiment inspiré, et pourquoi? Ben, je ne peux pas faire autrement que mentionner mon chef. OK, parlez-nous de votre chef. Parce qu'il quand même trouvé, il m'a convaincu de prendre la page blanche avec lui et par son leadership à tous les niveaux, je pense, et à tous les matins. C'est qui votre chef? Alors, notre chef, c'est le professeur Carl-Éric Aubin, qui est notre chef exécutif à Transmedtech, plus tous les, je passe, professeurs, chercheurs, Oui, OK, c'est lui que vous KOL. disiez. Bon, Oui, moi, je pense que c'est quelque part ce qui m'inspire les matins, finalement, faire la journée un peu plus longue OK. parce qu'il y a toutes les, je dirais, c'est lui qui a amené Transmedtech là où il est aussi, je pense qu'il ne faut pas le cacher, et qui nous permet de faire ce que toute notre équipe, on est tous des passionnés dans l'équipe, je pense aussi. Donc, ça nous motive et on se demande aussi quand est-ce qu'il dort, d'où est sortie cette idée-là, comment ça se fait que je n'ai pas pensé avant. Donc, je dirais, personnellement, la Transmedtech, c'est certainement un de mes leaders. Je dirais que j'en ai une deuxième personne qui est plutôt aux États-Unis, qui Oui. est Paul Grant, et qui dirige le plus grand accélérateur, j'allais dire mondial, en technologie médicale. Je suis son parcours pour avoir commencé à être une des premières juges, je pense, quand il a créé ce regroupement-là, et de voir là où ils sont rendus et justement cette ouverture de quelque chose qui était au départ très local, Californie, l'amener aux États-Unis, avoir mis le Canada dedans. Et là, si je regarde cette année, ça s'appelle un projet, et qui sont les joueurs qu'ils ont mis autour de la table, c'est toujours impressionnant, à la fois de simplicité, de pragmatisme et de leadership, je dirais, international. Alors, je dirais que c'est mes deux vedettes.
Et OK. Et dites-moi, Marie-Pierre, vous, là, euh, votre travail, c'est d'aider des personnes à réussir. J'espère. C'est ça que je fais tous les Et jours. OK, mais c'est intéressant parce que vous pouvez, tu sais, vous pourriez, disons, parce que vous avez tout pour partir vous-même, vos propres innovations, devenir riche, probablement là. Vous avez probablement vu beaucoup de personnes devenir très riches avec leur innovation. Euh, et vous accompagnez ces personnes-là, tu sais, en toute humilité, vous travaillez. Qu'est-ce qui vous motive là-dedans? De, puis, je veux dire, je suis quand même psychologue aussi avant d'être en médecine. Fait que puis la science du bonheur, on en parle souvent dans le Living Lab. Et donc, on peut voir où on s'en va avec cette question-là. Mais j'imagine qu'il y a quelque chose de profondément humain qui vous inspire là-dedans, dans cette expérience. Ben, quelque part, je dirais en bout de ligne, tout ce qu'on fait est dirigé pour soulager des patients ou améliorer la qualité de vie. Donc, quelque part, on est dans un hôpital ici. Donc, moi, je sors du stationnement et je passe par le corridor des urgences de Sainte-Justine, hein. Donc, juste de voir ça le matin vient nous chercher, je dirais, intrinsèquement. Et si on a la capacité de se retrouver avec une équipe et avec un leadership derrière et des supports qu'on peut apporter, est-ce qu'on peut faire une petite différence? Moi, je dirais, je ferais la différence sur un patient, je serais comblée. OK. Et, euh, et avant de mes dernières questions, avant que j'ouvre pour tout le monde ici présent, euh, le design thinking, est-ce que pour vous, ça fait partie, c'est comme dans votre ADN, dans votre projet de Living Lab, est-ce que vous utilisez beaucoup le design thinking, les Moi, je différentes étapes? dirais qu'on le fait tous les jours, mais c'est un outil. Parmi toute la OK. caisse d'outils qui existe, en fait, c'est de savoir à quel moment on l'utilise. C'est des outils, hein. C'est une science aussi. Donc, est-ce qu'on l'a fait en suivant? Je pense que chaque projet a sa propre signature et a sa propre approche aussi. Alors, c'est sûr que comme on est aussi avec un système qualité à Transmedtech, donc s'assurer que tout est bien notifié, tout est bien archivé, je pense amène aussi, c'est pas juste mettre des post-it sur un mur, puis se dire, ah ben là, on a fait une super réunion, puis on va prendre la photo de nos post-it. Donc, c'est l'amener avec un côté très pragmatique, en fait. Le design fini, pour nous, c'est une façon de mettre les parties prenantes autour, puis de le documenter. Et après ça, ben, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Et puis faire toutes les itérations nécessaires. Mais c'est un bel outil, c'est une belle science. Et, euh, enfin, euh, vous m'aviez parlé l'autre jour que vous étiez très au courant des problèmes d'accès au niveau des soins de première ligne. Vous avez mentionné GMF et tout. Et vous travaillez probablement sur quelque chose, là, une innovation qui pourrait révolutionner les soins de première ligne sur le plan technologique, ou du moins faire une contribution importante. Alors, je Est-ce dirais, que, oui, allez-y, je vous laisse finir. écoutez, ça me semblait excitant. Est-ce que vous pouvez en parler aujourd'hui d'une certaine mesure ou pas encore? Alors, je vous donnerai tous rendez-vous le 1er mai à Effervescence, où j'espère que là, on pourra avoir des effets d'annonce. Disons, Alors, donc, c'est en cours, c'est en plus qu'en cours, il y a déjà des collaborations en place. Et je ne vais pas annoncer tant que ce n'est pas signé et officiel, mais il y a des choses qui s'en viennent pragmatiques sur le terrain, qui répondent probablement à des besoins, je dirais, dans différents espaces. Et ça s'arrêtera là, mon point. et pour en savoir plus, il faudra assister à l'événement Effervescence. Et là, j'invite Géraldine à nous dire quelques mots sur cet événement. Donc, Géraldine, qui est aux communications événements chez Transmedtech. Donc, Géraldine Duménil, qu'est-ce que Effervescence? Oui, bonjour à tous. Effervescence est un grand rendez-vous annuel dans les sciences de la vie. Je pense qu'ils en sont à leur 5e édition cette année. Nous, je pense qu'on a participé à peu près à toutes les éditions. Donc, chaque année, on choisit une thématique. Donc, cette année, c'est l'hôpital du futur sera connecté. Donc,
Et Dr. Flitt sera un de nos panélistes. Donc, on est en train de travailler là-dessus, là, de vous présenter un beau panel pour justement rêver en grand et savoir qu'est-ce qui nous attend dans le futur et puis tous les enjeux autour de ça. Donc voilà, puis je vous ai mis le lien pour Et avoir on un va, petit on peu va plus d'infos. suivre et on va partager les gens qui vont écouter ce podcast on va le poster Mhm. sur notre site. Euh, J'aimerais juste aussi, merci Géraldine, j'aimerais aussi souligner la présence de Karine. Alors, Karine est aux opérations et pour qu'une affaire de cette ampleur-là fonctionne, ça prend des gens qui sont capables aussi de suivre le cours de tous ces détails. C'est beaucoup de détails, beaucoup de reddition de comptes. Karine, vous avez une vaste expérience aussi au Fonds de recherche Québec Santé. On s'est connus dans ce contexte-là. C'est quoi les qualités? Qu'est-ce que ça prend pour faire ça? Comment vous êtes capable de faire ça? Vous êtes c'est difficile de trouver des gens qui sont capables de faire ça aujourd'hui. Ça, c'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup d'informations. Ça prend des habiletés spécifiques. Comment vous faites ça, Karine? Ouais, je pense que la première chose, il faut être organisé. Je pense que c'est la première qualité, là. Il faut être organisé et être capable de mener plusieurs dossiers, plusieurs projets en même temps. Donc, je dirais que c'est ça. Moi, c'est une de mes qualités. Je suis pas super bonne pour parler, communiquer, tout ça dans des événements comme aujourd'hui, mais je suis très organisée, je suis très rigoureuse au niveau des chiffres, la reddition de compte. Puis, je pense que je suis capable de m'adapter aussi, puis beaucoup de multitasking, là. Je pense que je suis la personne qui aide beaucoup dans à peu près tous les niveaux à transmettre, qu'autant en TI, soutien TI que les chiffres, que toutes sortes de choses, là. Donc, faire un petit peu de tout, là. Donc, c'est ce que je dirais. Parce que Karine, notre ami Mike Ross, qu'on a fait une entrevue avec lui la semaine passée, qui est chez Simons, mais c'est un professeur qui enseigne le design thinking à McGill au programme de gestion. Puis et il dit, tu sais, beaucoup de personnes sont capables de générer beaucoup de bonnes idées, mais quand vient le temps d'implanter les idées, c'est là que souvent ça foire. Puis ça prend vraiment des personnes qui sont capables d'aller chercher les détails. Fait qu'on a besoin de personnes comme vous, Karine. Et Marie-Pierre, il y a vraiment des personnes intéressantes aujourd'hui avec nous. J'aimerais peut-être leur laisser la chance de poser quelques questions, si vous permettez. Vous avez encore du Euh, temps. Richard, il faut que je Alors, m'en aille, mais je dois dire un mot à Marie-Pierre. ben oui, OK? Marie-Pierre, bon, Jean-Paul et moi, on a un reproche à vous faire. Vous arrivez tard dans notre vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est que là, on parle beaucoup de. Bon, on s'est impliqué, Jean-Paul et moi, pour l'implantation de technologie. Et puis, ce qu'on a rendu compte, c'est qu'il y avait deux sortes d'innovateurs. Il y avait l'innovateur technique, technologique, hein, qui invente des choses, mais il y avait aussi l'innovateur qui était le gestionnaire ou le praticien qui sait ce qu'on peut faire avec les technologies ou qui voit venir ce qu'on pourrait faire avec les technologies. Et ça, probablement aussi, vous envoyez des personnes qui disent, on pense qu'on avait les technologies, on pourrait faire ça autrement ou on pourrait s'améliorer. Je suis obligé de vous quitter, mais je vais vous écouter sur la vidéo. Bonjour et merci. 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 Donc Jean-Guy, puis vous allez sûrement, Jean-Paul va sûrement vous poser des questions. Donc, Jean-Guy Trottier, directeur d'hôpital, innovateur. Ça, c'est des gens qui étaient toujours comme 20 ans en avant de leur... je ne veux pas les vieillir, là, mais ils étaient 20 ans en avant de leur temps et plus. Donc, effectivement, le commentaire, si vous étiez là, ils vous ont connu sur le tard, mais il est toujours le temps. On a une question, en fait, de notre préfet de la MRC du Granit, Monique. Oui, ben d'abord, merci beaucoup parce que pour moi, c'est un tout nouveau domaine que je découvre avec plaisir. Donc, Madame Faure, je suis extrêmement contente de faire votre connaissance ainsi que de votre équipe. Euh, bon, moi, je suis préfète d'une MRC rurale.
La MRC du Granit, c'est la région de lac mégantic, si vous voyez. C'est une région très bucolique, beaucoup de nature, 86% de couverts forestiers, 8 habitants au kilomètre carré. Donc, vous comprendrez que pour nous, les soins de première ligne sont très importants. Et moi, j'avais une question que j'avais écrite parce que je voulais vraiment qu'elle soit très précise, mais Richard l'a posée. Mais enfin, je vous la repose quand même parce que je sais que vous ne pouvez pas parler, mais je vais essayer quand même de vous faire parler un petit peu. Bon, vous travaillez avec le milieu hospitalier, ok? Oui. Selon vous, y aurait-il des possibilités pour votre institut d'améliorer les soins de santé de proximité en dehors de l'hôpital? Parce que de plus en plus, on nous dit que les soins de santé ne sont plus uniquement, disons, délivrés par l'hôpital. Et on se tourne de plus en plus vers la communauté, on se tourne de plus en plus vers nous, les politiques, en disant, vous avez aussi une responsabilité populationnelle. Et en ce moment, on travaille avec justement l'équipe de M. Fleet pour essayer de mobiliser donc notre territoire et puis améliorer les soins de santé de proximité. Mais là, avec ce que j'ai appris sur votre institut, je me dis, ah ben, il y aura sûrement des antennes, des possibilités pour faciliter, pour permettre que ça aille mieux sur notre terrain. Voilà, donc je vous pose la question. Magnifique question, mais grand challenge. Je vais répondre en partant du paradigme finalement de notre table ronde du 1er mai, parce qu'on y a réfléchi avec notre équipe déjà depuis un moment, et aussi par rapport aux technologies qu'on supporte. Ce qu'on voit, et là, vous allez me pardonner les anglicismes, jusqu'à présent, pour la population, notre point of care, c'était l'hôpital, ou notre médecin, ou notre spécialiste. Et on voit par à la fois le volet social, le volet des besoins, qu'on a un changement de ce paradigme. Le point of care maintenant devient ailleurs. Il y a un groupe avec qui on collabore qui nous a dit, mais Marie-Pierre, le point of care n'a pas d'adresse. Est-ce que tu as compris ça? Alors, je pense que je vais réutiliser cette phrase-là qui nous a été donnée par Eyal Zekerman dans une publication qu'ils ont fait en disant, ben, le point of care, il est là où on en a besoin. Et on a cette flexibilité maintenant à cause et grâce aux technologies, mais grâce aussi à l'adoption des technologies. Parce que même si on a la technologie, faut-il encore s'en servir et s'en servir à bon escient et sans avoir non plus pour le clinicien ou pour l'infirmière ou pour le personnel soignant et le patient à avoir rentré dans une application, mettons sur un téléphone, où il faut faire 15 clics pour avoir quelque chose. Donc, le rendre utile, et je pense que c'est dans ça qu'on essaye d'aller ou d'accompagner, nous, les innovations en ce moment. Alors, ça rejoint totalement la thématique de ce qu'on avait lancé, notre événement du mois de septembre, notre événement avec Géraldine aussi qu'on a fait au printemps numérique, on a amené déjà ce concept d'hôpital du futur connecté et ce shift de paradigme où finalement, grâce à toutes ces innovations, mais vraiment bien adaptées, implémentées, répondant aux besoins pratico-pratiques aussi du terrain, je pense qu'il faut être aussi à l'écoute du besoin du terrain. C'est là où je reviendrai vers vous, je retournerai la question. Quels sont les besoins très précis pour qu'on puisse derrière y répondre collectivement de façon qui permette à ce qu'on puisse implanter ce changement de paradigme? Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas vous dire exactement quel est notre besoin. On est en train de le définir. Donc, mais je garde en mémoire ce que vous venez de me dire. J'espère que l'annonce du 1er mai va participer un petit peu à la résolution de mon problème, même s'il n'est pas complètement clair dans ma tête encore. Mais je suis très, très contente d'avoir assisté à cet entretien-là. J'attends beaucoup de l'avenir dans ce sens-là. Donc, merci beaucoup. Et au passage, je suis de Lyon. Alors, on vient des mêmes territoires. Tout à fait. Un plaisir. Merci. Vive la France. On a un French Club. On a un French Club. Un French Club. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui voudraient
On a Nathalie Gravel, qui est notre coordonnatrice clinique au Living Lab, infirmière, gestionnaire d'expérience, qui vient de prendre sa retraite du milieu hospitalier et qui s'est joint à notre équipe et qui travaille sur toutes sortes de projets d'innovation et qui travaille avec nous là, avec MRC du Granit. Nathalie, Oui, bonjour. Alors, merci Richard, merci tout le monde, merci Marie-Pierre. Écoutez, moi, j'ai comme une question, puis en même temps, c'est un constat. Dans toute l'innovation, bon, pour avoir été moi-même, comme tu l'as dit, gestionnaire, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont intéressantes, puis des fois, ils arrivent sur le terrain, puis ça fait pouet-pouet, en guillemets, là, c'est pas un mot très, très beau, mais parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas nécessairement questionné les bonnes personnes. Pour donner un exemple, on instaure des nouvelles pompes à perfusion très technologiques dans un milieu de soins. Puis, c'est les conseillères en soins, ça fait des années qu'ils sont plus sur le terrain, qui sont les personnes qu'on rencontre, puis qui finalement amènent la nouvelle pompe sur le terrain. Puis là, nos infirmières disent, ben, c'est parce que ça ne marche pas, cette pompe-là. Là. Alors, j'espère en tout cas que dans les philosophies maintenant, avec justement l'approche design thinking, avec l'approche client, qu'on se soucie davantage d'aller questionner pas juste les représentants d'un groupe d'individus, mais les personnes qui vont vraiment utiliser l'innovation. Parce que je pense que c'est un enjeu majeur dans la santé. J'ai vu aussi des médecins déployer des super belles innovations voyons, pas de soins, mais de dossiers patients. Puis finalement, ben, c'est pas reconnu par l'organisation, le gouvernement s'en va pas vers ça. Fait que là, finalement, on travaille dans deux choses. Fait que c'est quoi la meilleure stratégie, dans le fond, pour que les innovations arrivent aux bonnes personnes, qu'on aille voir les bonnes personnes, puis ça arrive comme au bon moment, je sais pas trop, là. Ben, je vais peut-être reprendre encore les points que j'avais évoqués plus tôt, c'est de mettre très tôt toutes les parties prenantes autour de la table. Alors, nous, on a l'avantage, on est à Sainte-Justine, donc mon bureau, il est dans l'hôpital. Hein. Nous transmettait qu'on est dans l'hôpital. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe aux soins intensifs, à l'urgence ou dans le labo de recherche. Ben, je change juste d'étage. Directement sur le plancher. Directement sur le terrain et avec les autres hôpitaux avec lesquels on collabore, par exemple l'hôpital général juif et le CHUM, ben, on va sur place. On va sur place. Je pense que la meilleure façon, c'est d'aller montrez-moi, expliquez-moi. On a eu des projets avec le CHUM sur l'épilepsie et autres. Ben, amenez-nous et montrez-nous comment on met le device sur, mettons, le front du patient. Et là, on s'est rendu compte que le device qui avait été développé, bien là, ne s'adaptait pas parce qu'on n'avait pas pensé que notre front a plusieurs largeurs et plusieurs épaisseurs. Donc, finalement, d'un patch, c'est devenu deux patchs. Donc, c'est là où, très tôt, en mettant, j'allais dire, usagers, utilisateurs, partie prenante, mais je dirais le plus tôt possible. C'est sûr, en utilisant les outils de design thinking, cette science-là est parfaite pour ça, c'est de les mettre très tôt, puis après ça, de tester et de retester. Et puis, nous, on a eu des projets qui sont arrivés vers nous d'une compagnie importante qui avait développé un outil important. Et pourquoi on n'arrive pas à le rentrer sur le marché? Parce que le bouton sur lequel il fallait appuyer, ben, il n'était pas à droite, mais il était à gauche. Et les cliniciens sont habitués à appuyer à droite. Ça rejoint tout exactement le commentaire que vous venez de faire et votre question. Alors, pour éviter, je pense qu'il faut être proche. Je pense, sur le terrain. Puis, allez, je reviens encore, vous allez me dire, je me répète, mais à l'écoute. J'allais dire écoute attentive, juste écoute pour écouter, pour voir comment on peut collégialiser les parties prenantes et développer quelque chose, et développer un produit. Ça inclut bien sûr le niveau réglementaire et ça inclut tout ce qui est propriété intellectuelle et valorisation, mais là, il y a des outils aussi, il y a des groupes en place. On finit par faire que les choses se syndiquent ensemble. Mais, merci beaucoup. J'aime beaucoup votre réponse. excellente question, Nathalie, et qui a permis un exemple assez concret, intéressant comme exemple aussi. Jean-Paul Fortin, donc Jean-Paul Fortin, grand innovateur. Et moi, j'ai appris beaucoup d'affaires de Jean-Paul Fortin. On a un grand entretien avec Jean-Paul qui m'avait dit qu'il n'avait pas dormi de la nuit avant de faire l'entretien. Jean-Paul, si tu permets, Jean-Paul, et Jean-Paul, là, c'est comme vraiment, là, tu sais, la culture d'innovation, là, je pense que votre message que vous passez aujourd'hui, Marie-Pierre, Jean-Paul, il l'a exprimé toute sa vie en toute humilité.
Puis il n'arrête pas de le dire. Puis je l'ai vu former beaucoup de jeunes innovateurs. Vous connaissez probablement Hassan Alami, qui est un jeune chercheur incroyable qui vient d'être co-chercheur qui participe au Living Lab. C'est un jeune qu'on a vu depuis longtemps. Et c'est bon, Jean-Paul a formé Hassan. Euh, donc, Jean-Paul a sûrement des bonnes questions, des bons commentaires pour. Oui, je dirais que vous pouvez en prendre et en laisser de ce que dit Richard. Mais disons que j'ai quand même un certain nombre d'années moi, je suis plus de terrain. Mais les projets dans lesquels j'étais impliqué étaient initiés pour être très proche du patient, du client, du terrain en général, avec une préoccupation majeure pour la première ligne. Je pense que c'est quand on disait l'hôpital de demain ou du futur, mes préoccupations sont celles-là, bien sûr, mais en me demandant, ça va être où par rapport à la première ligne du futur. Et j'irais même jusqu'à dire que parmi les premiers projets dans lesquels j'avais été impliqué, c'était justement avec Jean-Guy Trottier sur un projet de télésoins à domicile. Le projet s'appelait le CLSC du futur. Donc, à quelque part, et c'était vraiment pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain. Les préoccupations dans lesquelles on est impliqué qui sont toujours beaucoup celles de non pas de voir comment on peut introduire des nouvelles technologies, mais comment on peut contribuer à transformer les pratiques et les organisations de services en ayant des technologies comme levier pour y parvenir. Donc, c'est vraiment la techno est un moyen pour transformer les pratiques, les façons de faire. Il y a eu un certain nombre de projets qui étaient au niveau de la première ligne, par exemple. Il y avait un projet qui s'appelait Ma première ligne numérique en santé, qui était celle où, dans un GMF, il y avait une équipe qui s'était créée avec les patients, avec les infirmières, avec les médecins. Puis ils introduisaient en fait la technologie de l'information. Donc, il y avait des cellulaires, puis il y avait la préoccupation des objets connectés, en particulier pour les suivis des diabétiques, par exemple. Donc, il y avait un certain nombre de. Donc, c'est beaucoup l'univers dans lequel on travaille. Au niveau des hôpitaux, c'est beaucoup la télémédecine. La télésanté, on a eu plusieurs projets majeurs de télésanté. Et quand on parle de partir du besoin du terrain, l'exemple que j'utilise en général, c'est celui du projet de télésanté des îles de la Madeleine, qui, contrairement à ce qui se passe d'habitude pour le développement de la télésanté, en général, la télésanté se développe par un besoin qui est identifié par le spécialiste, comme les dermatologues, par exemple, et qui offre les services un peu partout. Le projet des îles de la Madeleine, la façon dont ça a été abordé, c'est avec une approche un peu santé publique. Je suis un médecin de santé publique. Ça a été de dire, au lieu d'arriver avec une proposition de dire on va offrir tel type de télésoins, télésanté, et à ce moment-là, on a demandé aux îles de la Madeleine, c'est quoi vos besoins? Et le porteur du dossier, c'était le docteur Alain Cloutier, qui était cardiologue pédiatrique, le père de la télésanté. Et donc, les îles de la Madeleine ont dit, nous, on est intéressés, mais en autant que ceux qui donnent le service soient les mêmes que ceux qui viennent donner les services aux patients aux îles. Et donc, ça a transformé le projet. Ça pour parler des transformations. Non, mais je reviens avec votre projet. Je suis extrêmement content de savoir que vous existez, que vous faites ça. Vous avez soulevé plein de points d'intérêt en fonction des stratégies, du comment. C'est sûr que je vais aller fouiller sur votre site. Puis si je peux trouver de la documentation, là, je vais la regarder avec attention. Et je vais surveiller de très près l'annonce du 1er mai. Ça, c'est sûr que ça va me préoccuper beaucoup. Donc, mais la partie que j'essaie de regarder, c'est comment on fait pour rentrer ces façons de faire différentes dans les organisations. Comment être capable de pouvoir je dirais, les diffuser et comment on fait pour les rendre pérennes.
Et là, évidemment, je suis conscient que j'ouvre des panures là, qui sont gros comme ça. Mais à quelque part, je garde toujours ça un petit peu en tête pour. Et la question peut-être que je pourrais vous poser plus spécifiquement, c'est comment les gens de première ligne peuvent être équipés ou organisés. C'est quoi les prérequis de la première ligne pour travailler avec votre équipe? Parce que là, vous êtes dans un univers très universitaire avec que je respecte, là, je ne sais pas. Mais en même temps, je vois des. Je répondrais qu'il n'y a pas de prérequis, quelque part, parce que je viens de la première ligne, donc avant Transmedtech, donc je connais l'enjeu même d'avoir un dossier médical électronique dans lequel on ne scanne pas les notes du médecin, mais d'avoir des vraies notes. Donc, cette problématique-là, la première ligne, c'est ce qui va déterminer aussi le suivi du patient en deuxième et troisième ligne. Donc, si on n'adresse pas comme il faut la première, bien, tout le reste, on se retrouve aussi, là je vais faire peut-être un lien avec la dermatologie aussi, on se retrouve avec des accès à des spécialistes difficiles et quand ils sont obtenus, pour discuter avec certains spécialistes, ils vont nous dire, mais la majorité des patients qu'on voit, ils auraient pu être vus par une première ligne. Donc, on se crée nous-mêmes nos propres engorgements. Donc, je pense que quelque part, c'est de faciliter finalement le parcours de soins, quelque part, entre je suis en bonne santé, et quelque part une certaine prévention, qualité et hygiène de vie, et vers une première ligne qui est finalement le premier filtre. Moi, je le vois comme ça, premier filtre qui va déterminer ensuite les différentes spécialités ou pas, et puis les suivis qui vont se faire. Donc, l'idéal, c'est d'avoir le tout connecté sur le même dossier déjà médical électronique qui rejoint finalement le CIUS, le labo, l'hôpital de spécialistes et d'avoir tout ça en continu et accessible et avoir aussi que ça se rejoigne sur un certain type de base de données, je dirais bien faite pour que derrière, parce que le patient qui est vu, mettons, par un cardio en spécialité va revenir à son médecin de première ligne qui n'a pas forcément les résultats. Donc, ou l'historique complet, parce que chacun bouge, chacun va à différents endroits, donc est vu par différents spécialistes. Et c'est là où on se perd je pense que c'est là où on peut s'organiser tous ensemble, déjà, là, avoir une certaine coercion dans le parcours, je dirais, de l'information. Du patient vers la première ligne pharmacie, vers les spécialistes et le suivi en milieu hospitalier s'il y a lieu, et puis le retour à la première ligne. Il ne faut pas oublier le retour vers la première ligne. Je ne sais pas si c'est la réponse, mais en tout cas, je parle de... C'est beau. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez nous Merci, rejoindre. Marie-Pierre, Jean-Paul. Vous pouvez venir nous voir, vous pouvez nous rejoindre par tous les moyens. On serait ravis d'échanger. Merci beaucoup. Richard, tu aurais une question peut-être pour absolument. juste parce que là, ça fait à peu près presque 90 minutes qu'on parle d'innovation en technologie médicale et pour notre avenir, mais je me demandais si l'innovation ne devrait pas être dans le processus de fonctionnement plutôt que dans les technologies, parce que la problématique semble surtout être c'est comment communiquer tous ensemble, comment avoir des données accessibles à tous. Donc, finalement, est-ce que c'est pas le processus, la façon de fonctionner qu'il faudrait changer plus que les technologies, c'est très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce qu'on ne devrait pas se pencher aussi sur ce volet-là? Marie-Pierre? Eh bien, moi, je renvoie la question vers vous, Richard. Je pense qu'on n'est pas que dans le tech, juste pour répondre peut-être un bout, puis ça, je le dis souvent, on n'est plus aujourd'hui, en 2024, dans des feats technologiques, quelque part, mais dans l'adoption de ces technologies-là par les parties prenantes. Et c'est peut-être la réponse, tu la connais, Géraldine, parce que je l'exprime régulièrement, et c'est là où le facteur humain prend toute sa place. Là où je reviens en disant, on se syndique ensemble. On n'est plus... on est dans l'adoption, l'implémentation et la facilitation aussi. Et je pense avec une certaine encore, un gros bon sens. Je pense que des fois, on se perd dans les méandres tech un petit peu, pour te répondre. Et puis, des fois, juste le gros bon sens. Et encore, une infirmière va nous dire, mais écoute, moi, c'est pas ça que je fais. Comme le clinicien nous avait dit, mais le bouton, moi, c'est à gauche que j'appuie pour qu'on ait mis le bouton à droite.
c'est du gros bon sens, mais qui fait toute la différence. Parce que la journée où cette compagnie-là a changé la place du bouton, ben, ils ont fait leur première vente. Donc, je pense que je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je la ramène vers vous, Richard, aussi. Ben, en fait, ça allait un peu dans le sens, c'est quoi les facteurs que vous avez identifiés, par exemple, pour favoriser la culture d'innovation, comme, mettons, des doyens de faculté de médecine, des PDG d'hôpitaux, sachant tu sais, que c'est un peu limité des fois ce qu'ils peuvent vraiment faire, là, puis surtout leur temps est limité. Mais tu sais, au niveau du leadership d'organisation, quelles sont les caractéristiques, je pense, c'est vraiment importantes. Puis, je pense que, tu sais, d'abord, élément de base du design thinking qu'on utilise beaucoup, presque comme une religion, c'est vraiment l'empathie, donc l'écoute. Puis juste de questionner les gens sur non seulement leurs problèmes, mais tu sais, pourquoi ils font ce qu'ils font. Puis de bien comprendre, tu sais, pourquoi vous êtes là, Marie-Pierre, aujourd'hui, à Transmettre Tech, après, depuis 2017, Karine, Géraldine, notre équipe à nous et tous les autres qui sont ici. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous motive réellement? Why? De vraiment saisir ça. Puis on comprend après ça, c'est plus les motivations des personnes, un peu plus leurs besoins. Souvent, les gens ne sont même pas au courant de leurs besoins. Mais nous, on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre ça, puis probablement pas assez. Mais déjà ça, on dit que faire ça, ben, c'est déjà la moitié du problème résolu. Donc, vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de solutions déjà. Euh, mais vous allez surtout créer un climat de collaboration. Et c'est Dale Carnegie, tu sais, dans son livre How to Win Friends and Influence People, il dit personne réellement veut vous entendre parler de vos affaires, tu sais, de comment vous êtes bon, puis tout ça. Tu sais, les gens veulent, les gens, tu sais, les gens veulent que vous vous intéressiez à eux, puis ça, on fait plus ça dans le système de santé, puis dans la vie en général, très peu. Alors, on s'écoute plus. Euh, on n'essaie plus nécessairement de se comprendre. Et ça, c'est 50% de la bataille, c'est vraiment de s'asseoir et vraiment d'aller sur le terrain. Puis évidemment, dans la centralisation du système, c'était un peu compliqué de faire ça. On était plus loin de ça. Mais tu sais, bon, ça peut changer. Puis je dirais, tu sais, d'essayer aussi de créer ce climat-là où on fait de la place dans notre horaire à générer de nouvelles idées. Puis on crée ce climat-là. Donc, si on a des CA, on a des réunions où l'ordre du jour est très fixe, puis on essaie de résoudre le problème parce que ça paraît bien dans nos réunions d'urgence, hein. Next, puis on n'a pas de place pour brainstormer, ben à ce moment-là, puis surtout avoir les mêmes personnes toujours autour de la table, on va générer toujours les mêmes solutions. Puis donc, je pense qu'il faut vraiment investir là-dedans. Il faut investir vraiment dans la pensée créative pour plein de raisons, parce que aussi, penser créativement, ça donne espoir. Donc, on écoute les personnes, on génère des idées, puis le fait de générer des idées, même si vous ne les mettez pas en place, ça va vous donner espoir, puis les gens sont épuisés, 50% d'épuisement. Donc, juste de faire ça, c'est déjà beaucoup. Je dirais déjà là, c'est 50% du problème déjà de résolu. Puis ce climat-là est déjà là. Fait qu'on n'est même pas rendu à tester des solutions, prototyper. Mais ce climat-là, pour implanter des techs et tout ça, ça prend vraiment beaucoup d'années. Puis nous, je pense même dans le Living Lab, les trucs qu'on a vus qui n'ont pas nécessairement marché, c'est vraiment des idées que peut-être. Ben nous, on ne fait pas ça, là, mais je ne dis pas qu'on ne fait pas. Mais ce qu'on a suivi comme projet, souvent, encore une fois, c'est des idées qui sont poussées, puis qui sont des bonnes idées, mais qui sont vraiment poussées à un moment un peu inopportun. Et donc, il faut être capable de dire c'est peut-être une bonne idée, peut-être pas pour eux autres, peut-être pas maintenant, mais peut-être qu'elle peut être faite ailleurs, plus petit, plus rapidement. Et donc, et aussi de garder l'esprit que tu perds jamais rien. Sauf que si tu as déplanté ton bidule ou quelque chose,
puis tu as perdu tout ton argent, puis tout le temps de personne, puis toute ta crédibilité. Mais en réalité, tu apprends tout le temps quelque chose. Puis apprendre, c'est un ingrédient clé du bonheur, en fait. Les gens sont curieux, ça contribue à leur bonheur. Donc, apprendre quelque chose, pour tout le monde aime apprendre. Et c'est bon. Fait que dans le fond, tu sais, c'est un peu cette culture d'innovation-là, puis c'est pas, tu sais, nous, on n'est pas parfait. Puis je vous dirais, le plus de défis qu'on a, tu sais, au début, on pensait vraiment plus des techs, tu sais, je veux dire, on a fait des projets de drones, on voit qu'il va en avoir dans Charlevoix, même, on n'est pas impliqué là-dedans, mais toutes sortes de formations en réalité augmentée, télémédecine holographique, name it, là, tu sais, c'est fou tout ce qu'on peut imaginer assez facilement sur le plan technologique. Mais savoir que si on met les pieds là-dedans, toute seule, etc., on ne fera plus rien d'autre. Parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ça prend des gens comme vous, des experts comme vous qui savent faire ça. Mais des fois, c'est le fun de voir une idée aller jusqu'au bout. Mais c'est juste. Fait que, je ne sais pas si je réponds à votre question, Géraldine, mais en tout cas, c'est plus ça, mais c'est de faire aussi un deuil de ce que tu ne peux pas faire parce que la vie est courte. Puis, en tout cas, je ne sais pas vous, mais nous, on se pose souvent la question, tu sais, OK, où est-ce que je mets mon temps? Puis, où est-ce que je peux avoir le plus d'impact, aider des gens, mais en même temps, être heureux là-dedans, où est-ce qu'on met notre temps? Et les bureaucraties ont tendance à tuer ça parce qu'ils te demandent beaucoup de reddition de comptes, beaucoup, beaucoup, et c'est pas le fun, puis tu finis plus par, tu dis, ben, coudonc, si j'embarque toutes sortes d'organisations dans mon affaire, donc vous en avez beaucoup d'organisations, beaucoup de partenaires, et c'est super beau, mais j'imagine juste aussi, c'est beaucoup de travail, de reddition de comptes, et ça, peut-être que des fois, ça enlève un peu du plaisir de dire, ben, je fais quelque chose d'assez rapide, où on crée, où on invite du monde dans une entrevue comme aujourd'hui, puis on rêve un peu, peut-être que pas tout va aller plus loin, mais tu sais, on a rêvé. Mais Jean, j'aurais tendance à vous dire, je ne sais pas si Jean-Paul, tu voulais rebondir là-dessus Je voulais plus, ou ça. d'abord, je voulais te remercier pour ton intervention. J'étais très, très pertinente. C'était juste une petite question pour Mme Fort par rapport à ce genre de préoccupation-là, qui était liée à comment elle gère le changement des rôles des différents professionnels et cliniciens qui sont impliqués dans l'introduction d'une nouvelle technologie, puis comment on gère ces changements de rôle et fonctions, et tout en gardant la capacité de travailler en équipe. Réponse rapide, je dirais en les impliquant tôt. S'ils sont partie prenante, ça va être plus. Ils seront à bord. Partie prenante dans le temps aussi, pas juste en zéro, mais partie prenante. Donc, je pense que ça, c'est la réponse courte. OK. Marche. C'est beau, merci. Jenny, on arrive à la fin, puis on a un petit exercice à la fin qu'on fait. Est-ce que tu voudrais nous décrire pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui? Oui, je vais essayer de le faire en rapid fire parce que le temps avance. Donc, dans le fond, avant de partir, on dit tout le temps une émotion avec laquelle comment on se sent suite à l'entretien et quelque chose qu'on a appris. Fait que moi, je dirais que ça me donne espoir de voir qu'il y a des gens qui s'occupent de l'avenir comme ça. Puis, remettre au premier plan l'importance d'aller sur le terrain puis de travailler toujours de proche avec nos parties prenantes. Je passe la parole à Madame Lenoir. Bon, donc je dirais que vous avez contribué à mon bonheur aujourd'hui en me donnant espoir justement dans l'avenir. J'espère vraiment que vos innovations vont percoler jusqu'au terrain et répondre à nos besoins. Donc, j'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Donc, moi, ce que j'ai appris justement, c'est que vous êtes dans la voie que l'on souhaite, c'est-à-dire mettre des outils à la disposition des gens
Donc ça, c'est primordial pour moi, c'est-à-dire que c'est vraiment partir du besoin et essayer de trouver, en innovant, des façons de faciliter la vie à tout le monde. Donc non, pour moi, c'est très instructif. Merci. Je passe la parole à Martine, qui est la mairesse de Stornoway, donc qui est une mairesse de mon secteur et avec lesquelles je travaille justement pour améliorer l'accessibilité des soins de santé dans ces municipalités. Ben moi, je dirais aujourd'hui que j'ai fait encore des pas vers, en fait, trouver peut-être une solution, mais je sais que la solution, c'est qu'est-ce que j'apprends, on la trouvera pas demain matin. Et puis, j'ai pris plein de petites notes que je vais garder de mon côté puis c'est des notes pour se rappeler, pas des notes pour mettre en place, mais tu sais, de fois de lire, de dire, ah oui, c'est vrai, on a dit ça à ce Living Lab-là, puis c'est important. C'est important d'en prendre note puis de les exécuter. Puis aussi, qu'est-ce qui m'a surpris, c'est peut-être de choisir de quelque chose qu'on a déjà, puis de l'améliorer au lieu d'aller chercher quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Fait que de travailler qu'est-ce qu'on a déjà. Et puis au niveau de la technologie, quand on dit des fois on fait des choses et puis au bout de la ligne, ben, ça ne fonctionne pas. Ben, moi, j'ai pensé à la Société d'assurance automobile qui ont monté un nouveau programme puis que ça n'a vraiment pas fonctionné. À Phoenix, les payes au niveau du gouvernement du Canada. Fait que, en sachant ça, c'est ça, justement, c'est d'essayer d'avoir ça en mémoire, puis pour pas que ça nous arrive à nous aussi. Pour que je passe la parole, là, je vais la passer à, à- à Nathalie. Nathalie, est-ce qu'elle est encore là? Oui, Oui, là. Nathalie, t'es en face de moi, Nathalie. Bon, ben Jenny puis moi, je sais pas pourquoi on se ressemble avec nos cheveux frisés, là, mais on a toujours des messages qui se ressemblent. Mais moi aussi, là, les parties prenantes, parce qu'on l'utilise beaucoup, mais je l'ai vraiment senti que c'était pas juste un terme, c'était vraiment une reconnaissance que c'est les gens sur le terrain. Et ça m'a plu de savoir qu'un groupe comme vous, avec un niveau aussi scientifique, prend le temps d'aller sur le terrain. Alors, moi aussi, ça me nourrit d'espoir. Ça me nourrit d'espoir parce que moi, je suis dans une semaine un peu émotive par rapport à nos discussions qu'on a cette semaine avec notre mini-lab et tout ça. Et je trouve ça grand, je trouve ça beau, tout ce qui est mis en place, parce que c'est la pointe de l'iceberg de ce qu'on connaît, dans le fond, de tout ce qui se fait afin que le réseau de la santé, avant que soit mieux. Donc, moi, encore là, je pars avec beaucoup d'espoir et merci vraiment pour cette belle présentation. Donc, je passe la parole à Jean-Paul. Merci. Moi, j'avoue que j'aurais ça. Mon commentaire se porterait à deux niveaux. Le premier, c'est les contenus que vous nous avez partagés en termes de contenu, d'expertise, de façon de faire et tout. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié, puis c'est clair là, que l'intérêt est ouvert, la fenêtre est ouverte, puis je vais trouver l'information. Le deuxième, c'est la partie que j'ai entendue en partie, mais j'ai senti aussi en partie sur vos préoccupations proches du patient, proches de l'humain, proches de la première ligne, puis comme l'impression là, puis GMF, puis la façon dont je l'ai entendu, c'est que c'est quelque chose qui sont des valeurs pour vous. Et ça vient me chercher, puis je pense que c'est une des conditions qu'on voit souvent comme étant celle qui permet de bâtir là-dessus. Et je vais vous suivre de près là-dessus, puis je suis très intéressé. Alors, merci beaucoup. Bon, mais Jean-Paul, est-ce que, bon, peut-être qu'on peut demander avant de passer la parole à Marie-Pierre, peut-être qu'on peut aller, je ne sais pas si Jade, je sais pas Oui, si Jade. excusez-moi, je ne peux pas ouvrir ma caméra parce que j'ai un problème avec mon ordi. Il commence à surchauffer, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Puis j'ai beaucoup aimé vos commentaires sur la diversification des sources d'innovation, en fait. Quand Rick, tu avais parlé, tu avais demandé en fait d'où venait l'innovation et que vous avez pris le temps de nous expliquer en fait que ça provient de diverses sources, diverses personnes.
Je trouve que c'est encourageant pour les personnes qui voudraient amener des projets innovants, de savoir que c'est pas nécessaire de faire partie d'une chaire pour innover, par exemple. Donc, c'est inspirant. Merci. Merci beaucoup, Gérald. Eh bien, ben, peut-être qu'on peut demander à votre équipe, Marie-Pierre. Donc, Karine, comment tu te sens aujourd'hui? Tu as écouté ta chef dans son entrevue. Comment tu te sens aujourd'hui, Karine Genet? Ben, moi, en Et fait, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as appris que tu ne savais pas? oui, en fait, je suis ravie de cette rencontre-là, de la rencontre avec votre Living Lab, là. Je pense qu'il était temps qu'on se parle. Je suis vraiment ravie, puis je pense qu'on va avoir dans le futur des belles collaborations à faire avec vous, là, vraiment. Je pense que c'est un super bon début, puis j'ai bien hâte de voir la suite. Ben, ce que j'ai appris, c'est sûr que moi, je suis avec Marie-Pierre depuis les tout débuts, là, donc c'est mon monde, c'est mon milieu de tous les jours. Mais je dois dire que j'ai noté des noms. Hassan Alami, je vais aller voir les publications, je connaissais pas. Professeur Fortin aussi, j'ai regardé vite les publications, même ceux du Living Lab Charlevoix, on a regardé un peu, mais j'ai pas eu le temps de tout éplucher, puis c'est dans ma liste de lecture là, qui s'en vient, donc j'ai bien hâte d'aller faire les lectures. Là. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont être vraiment intéressantes là, pour nous. Donc voilà. Merci, Karine. Géraldine. Oui, ben alors moi, en fait, je suis une personne qui est très intéressée par l'humain, en règle générale, et souvent, d'ailleurs, c'est une discussion qu'on a avec Marie-Pierre quand on parle des projets. Je lui dis tout le temps, mais et l'humain là-dedans? Donc, pourquoi j'aime travailler dans un Living Lab, c'est parce que justement, il y a cette notion de collaboration et de co-création que j'apprécie beaucoup. Et ce que j'ai retenu et beaucoup apprécié aussi, c'est le mot créativité, Dr. Fleet, que vous avez utilisé, parce que effectivement, générer des idées, c'est bien, mais générer des idées utiles, c'est encore mieux. Donc ça, c'est vraiment. Puis en tant que fille de communication, ben, c'est sûr que la créativité, ça vient me chercher aussi. Et puis justement, j'aime avoir des approches différentes, qu'on n'est pas tout le temps dans ces carcans et tout le temps dans la même façon de penser, et de s'ouvrir aussi à d'autres modes de fonctionnement, d'autres approches. Merci beaucoup, Géraldine. Et Jenny, on termine comment? Ben, on retourne toujours la question vers notre invitée. Donc, on demande à notre invitée comment elle se sent et avec quoi elle repart aujourd'hui. Ce sont des bonnes questions, mais je dois dire, comme j'étais curieuse au départ, ben, je pense que ça répondait à ma curiosité. Définitivement, j'étais ravie et de partager, d'essayer de répondre aux questions, mais aussi des personnes qui étaient là aujourd'hui et leurs commentaires. Et je pense que ça ouvre à ce que je dirais, ben, c'est quoi la prochaine étape? Et ça s'arrête. Marie-Pierre, donc on a eu la chance de passer plus qu'1 heure, 1h30 avec Marie-Pierre Faure, qui dirige le Living Lab d'innovation à Transmedtech, l'Institut Transmedtech. C'est vraiment un honneur de vous avoir aujourd'hui et c'est vraiment un excellent moment. Je pense que le Living Lab Charlevoix a trouvé des mentors. Donc, je pense que notre parcours va être changé et c'est un rendez-vous avec le destin aujourd'hui. Puis merci infiniment puis de tout votre calme, vos réponses très sages, très nuancées, en même temps inspirantes, qui nous donnent espoir. Merci tout le monde d'avoir assisté en présentiel à cette entrevue de Living Lab Charlevoix et bonne soirée, bonne fin de semaine. Merci.